La plus grande centrale atomique d'Europe frappée. Le site de Tchernobyl avec ses tonnes de déchets aux mains russes. Un président russe qui parle ouvertement de force de dissuasion. La guerre en Ukraine a-t-elle pris une dimension nucléaire? C'est notre grand angle avec vous, Benjamin Haute Couverture. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Avec vous également, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir à vous deux. Benjamin Haute Couverture, une catastrophe nucléaire a-t-elle été évitée la nuit dernière? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut pas dire ça. À l'évidence, la centrale n'était pas une cible, parce que si ça avait été une cible, elle aurait été touchée, tout simplement. Il y a eu une munition qui l'a touchée, c'est-à-dire un projectile qui vient des forces russes, qui pourrait être plusieurs types de munitions. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. En réalité, ce qu'on sait, c'est que c'est un bâtiment annexe qui héberge un centre de formation à une dizaine de mètres ou un peu plus, une trentaine de mètres de la ligne des 6 réacteurs. Et vous savez, c'est un site qui est considérable, qui est extrêmement grand. Par conséquent, s'il y avait eu vraiment une volonté de prise du site pour le détruire, le scénario aurait été tout à fait différent. Et par ailleurs, on pourra en reparler, mais les réacteurs eux-mêmes, qui sont des VVR 1000, qui sont des installations améliorées par rapport aux catégories VVR 440 plus anciennes, sont des réacteurs très robustes. Et quand on parle de risque nucléaire, il faut bien se rendre compte que dans ce genre de choses, il y a beaucoup de lignes de défense. Et il y a beaucoup de stades. Et pour arriver au réacteur nucléaire, il faut vraiment y aller. Et là, c'est vraiment pas du tout le cas. Alors, la Russie contre-attaque et accuse des saboteurs ukrainiens. Écoutez le porte-parole du ministère russe, Igor Konatchenkov. La nuit dernière, sur le territoire adjacent à la centrale électrique, le régime nationaliste de Kiev a tenté de mettre en scène une provocation monstrueuse. Le 4 mars, vers 2 h du matin, alors qu'il patrouillait dans la zone protégée adjacente à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, une patrouille mobile de la garde nationale a été attaquée par un groupe de saboteurs ukrainiens. Et la Russie dénonce à l'instant à l'ONU un mensonge sur l'attaque de cette centrale nucléaire. Emmanuel Dupuis, est-ce que des saboteurs ukrainiens, est-ce que c'est possible ? Écoutez, ça dépend de la terminologie. Il faut avoir à l'esprit que le porte-parole russe que vous avez montré à l'écran a été celui qui avait mis en scène l'avancée supposée de l'armée russe. Alors quand il parle de saboteurs, on a à l'esprit, le fait que la garde nationale, qui est composée d'à peu près maintenant une quarantaine de milliers de personnes, est aux côtés des forces ukrainiennes pour défendre son territoire. On avait d'ailleurs plus l'habitude d'entendre le terme saboteur avec l'éventualité que ceux-ci s'infiltrent dans Kiev. Plusieurs communications ou plusieurs articles évoquaient le fait qu'ils seraient rentrés dans la ville de Kiev. Donc je ne suis pas certain que le terme saboteur soit précisément celui qui convient. Par contre, qu'il y ait des combats acharnés entre les forces armées russes et les forces armées et ceux qui soutiennent les forces armées ukrainiennes, possiblement. Néanmoins, à l'heure où l'on parle, l'incident est, je crois, stabilisé. Donc, c'est surtout ça qu'il faut Benjamin Haute Couverture, est-ce que vous pensez qu'est-ce qui permet de dire et de prouver que ce sont les Russes qui ont attaqué cette centrale nucléaire ? Ce qui permet de le prouver à 100%, rien, dans la mesure où on est dans un combat de perception et d'utilisation d'une réalité. Moi, je m'en remets à ce qu'a dit le directeur général de l'AIEA ce matin dans une conférence de presse de 10h à 10h30, où il a annoncé qu'un projectile en provenance des forces russes avait été projeté, avait été envoyé et avait endommagé en provoquant un feu. Cela étant, c'est une discussion sans fin, si vous voulez, parce qu'il faudrait être sur place pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui, depuis ce matin, de témoignages, de vidéos, qui corroborent la réalité selon laquelle il s'agirait plutôt pas d'une attaque délibérée, mais d'une forme de dommage collatéral dans des affrontements qui ont eu lieu jusqu'à ce que finalement les troupes russes
prennent le contrôle de l'ensemble du site, ce qui est avéré depuis longtemps maintenant, puisque ce matin à 10h30, c'était déjà le cas. Donc pas une attaque délibérée, c'est plus inquiétant presque qu'une attaque délibérée. Ça veut dire qu'un accident peut arriver à tout moment dans un pays qui est la 8e puissance nucléaire au monde, avec 15 réacteurs dans 4 centrales. Encore une fois, je vous répète, parce que je crois que c'est vraiment important, ce que je vous ai dit en introduction, c'est que il y a accident et accident. Il y a des accidents de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 sur une échelle. Les plus importants seraient des accidents qui détruiraient un cœur de réacteur, qui généreraient des fuites importantes ou qui s'en prendraient à des stocks de combustible ou à des piscines ou de refroidissement du cœur du réacteur, etc. etc. Et là, le scénario du pire étant évidemment la fusion du cœur du réacteur. Mais encore une fois, pour en arriver là, il faudrait que les lignes de défense ne soient pas celles qui ont été conçues, et d'ailleurs par les Russes, hein, puisqu'il s'agit de réacteurs russes, à l'époque. Or, le réacteur VR1000 reprend un concept en le modernisant, en améliorant sa sécurité, et notamment par l'introduction d'une enceinte de confinement simple autour du réacteur en béton qui est précontraint avec une peau d'étanchéité métallique. Il s'agit de choses excessivement robustes quand même. Donc pour s'en prendre à ça, il faudrait vraiment pour le coup que ce ne soit pas un dommage collatéral, mais que ce soit une attaque délibérée. Or, pour cela, franchement, les Russes n'ont absolument aucun intérêt de détruire les installations nucléaires civiles du pays. Emmanuel Dupuy, je vous laisse réagir. Est-ce que les Russes n'ont aucun intérêt à détruire du nucléaire civil en Ukraine ? Oui, moi, je ne suis pas un spécialiste nucléaire comme mon collègue, mais néanmoins, sur le plan stratégique, la localisation de la centrale est importante. Elle se situe le long de l'axe que désormais les Russes veulent sécuriser, c'est-à-dire la partie orientale du Dniepr, pour faire la jonction entre leur offensive du Sud, partie de la Crimée en 2 directions, direction d'Odessa d'une part et de Mariupol, pour faire la jonction avec les 2 oblasts autoproclamés, donc sous souveraineté déjà, quasi russe et désormais reconnue par la Russie. Et évidemment, cette centrale se situe tout près de cet axe entre Kharkiv au nord, Dniepro donc au milieu du pays, et la Crimée. Alors le fait que la Russie en soit désormais la garante, entre guillemets, puisqu'elle a vraisemblablement pris possession de la centrale, est aussi un élément pour montrer que la Russie s'installe durablement. Il faut toujours avoir à l'esprit que Tchernobyl s'est déroulé en 1986, à l'époque de l'Union soviétique, et que c'est un traumatisme aussi pour la Russie. D'une certaine façon, cet accident, puisque je crois qu'il s'agit d'un accident, sert la cause de Vladimir Poutine, qui réintroduit le nucléaire dans ce conflit. Mais Emmanuel Dupuy, est-ce que éventuellement il pourrait y avoir un objectif de couper l'électricité sur une partie de l'Ukraine ? Sur quelle partie est-ce que ça peut aller jusqu'à Kiev ? Il est vrai que cette centrale produit 20% de l'énergie consommée en Ukraine. Néanmoins, il y a une quinzaine de centrales nucléaires. Pour couper l'énergie, couper l'électricité plus précisément, il faudrait prendre possession d'une partie des centrales qui se situe à l'ouest du pays, qui n'est pas un objectif stratégique. Je ne crois pas que ce soit un objectif stratégique pour l'instant, mais on a évidemment à l'esprit que le président Vladimir Poutine, dans son impétuosité, si j'ose l'exprimer ainsi, prépare tous les scénarios possibles. Et il est tout à fait possible qu'il et ce scénario de vouloir terroriser littéralement la population en lui coupant à la fois les vivres, en la barricadant dans les villes et possiblement en faisant un chantage à l'énergie. Alors dimanche, Vladimir Poutine annonçait mettre en alerte la force de dissuasion russe, une centrale visée cette nuit. La veille, hier, cette déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est dans l'esprit des politiciens occidentaux qu'une guerre nucléaire est en cours, et non dans l'esprit des Russes. Les armes nucléaires sont au cœur des enjeux de sécurité à nouveau, Benjamin Haute-Couverture ? Oui, ils le sont d'une certaine manière, ils n'ont jamais vraiment arrêté de l'être. Mais il faut d'abord commencer par faire bien une distinction entre les risques qui portent sur les installations énergétiques nucléaires civiles et la part du discours dissuasif qui implique des armes nucléaires.
On parle de deux choses strictement différentes, si vous voulez. Et je pense qu'il y a une espèce d'intérêt de la partie russe à faire une espèce de confusion pour faire monter la pression et pour développer une peur dans l'opinion publique. On voit bien qu'ils ont mis en avant leur prise de Tchernobyl d'une manière qui n'est pas tout à fait normale par rapport à l'objectif réel que représente Tchernobyl. Alors, s'agissant de l'arme nucléaire, ce que vient de dire M. Lavrov est tout à fait faux, puisqu'en réalité, dans les réactions occidentales et dans les commentaires occidentaux, il n'y a absolument pas de compréhension d'une utilisation de l'arme nucléaire russe, pas du tout. On a bien compris que les Russes utilisaient leur pouvoir de dissuasion nucléaire d'un point de vue absolument coercitif et pour sanctuariser une agression qu'ils sont en train de faire sous couvert de leur parapluie nucléaire. C'est comme ça que de manière extrêmement basique, ils utilisent leur dissuasion nucléaire, ce qui est une manière tout à fait pernicieuse de le faire du reste pour un pays qui est membre du P5, mais ça n'a strictement rien à voir avec la fausse perception qu'essaie de véhiculer M. Lavrov. Emmanuel Dupuis, est-ce que le président russe peut décider seul d'user du feu nucléaire ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un processus beaucoup plus complexe, forcément. Je crois que 3 personnes sont nécessaires. D'ailleurs, ces 3 personnes étaient présentes lors de la conférence de presse, pseudo-conférence de presse, au cours de laquelle le président Poutine a évoqué la mise en alerte de la force nucléaire, nommément le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, le chef d'état-major, Valéry Gerasimov. Mais je crois qu'il faut toujours écouter ou lire ce que dit Vladimir Poutine, car bien souvent, il exécute au sens propre du terme ses propres prédictions. En juin dernier, le président Poutine avait fait un discours où il remettait en jeu la doctrine nucléaire russe en utilisant l'arme nucléaire, en évoquant le fait qu'il puisse aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire, non seulement pour dissuader une attaque, mais pour assurer l'intégrité territoriale. D'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle « escalate to desescalate », plutôt qu'une réponse graduée. En gros, essayez de forcer votre adversaire à négocier avec vous parce que vous brandissez l'arme nucléaire. Je crois que c'est la raison pour laquelle la position américaine, par le biais de la porte-parole de la Maison-Blanche, a été très claire en disant que le président Poutine ne faisait pas grand-chose de plus que ce qu'il avait déjà fait, puisque de manière constante, les missiles balistiques et un certain nombre de sous-marins sont déjà en alerte. Ce qui deviendrait préoccupant, c'est si un certain nombre de bombardiers l'étaient, donc évidemment avec un certain nombre de bombes nucléaires sous leur fuselage, ou si des missiles balistiques en plus grande quantité l'étaient également. Et puis ne jamais oublier que la force de dissuasion n'est pas seulement nucléaire. Elle est composée de missiles balistiques et notamment de missiles hypersoniques. Peut-être aussi est-ce là un sujet d'égale préoccupation par rapport à la question nucléaire. Pour conclure, Benjamin Haute-Couverture, le président ukrainien accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. On l'a dit, de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l'histoire en 1986. Alors on se parle, est-ce qu'il faut craindre une catastrophe nucléaire ou une guerre nucléaire ? Je pense qu'il ne faut craindre ni l'un ni l'autre. Pour le moment, s'agissant des armes nucléaires, on est dans l'exercice exacerbé d'une dissuasion nucléaire. Et s'agissant des risques qui portent sur la sécurité nucléaire, il est important d'avoir en tête que ce qu'aurait fait l'armée russe cette nuit sur un bâtiment de la centrale de Zaporizhzhia, en vertu de l'article 2 de la Convention de répression contre le terrorisme nucléaire, qui est une convention à l'initiative de la Russie de 2005, et éventuellement les Russes face à un cas dont ils pourraient rendre compte au titre du terrorisme nucléaire. Donc quand Zelensky accuse les Russes de terreur nucléaire, il est possible effectivement qu'il ait raison au titre de cette convention, ce qui serait éventuellement une ironie de l'histoire. Merci beaucoup Benjamin Haute-Couverture et merci à vous également Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous dans 64 minutes pour ce décryptage sur cette information du jour.